Ça demande du travail, ça demande de reconnaître ton talent, ça demande après ça de démarcher pour savoir, OK, mais à quel marché ça répond? De quelle manière je peux le répondre? C'est quoi les outils que j'ai besoin après? C'est vrai. Par contre, de l'autre côté, je suis comme, est-ce que c'est tout le monde qui sont faits pour ça? Fait qu'écoute, pour ceux qui te connaissent pas, parle de toi un peu, qui tu es, tu fais quoi dans la vie? Nelson Blanc, je suis motivateur et conférencier. En fait, je suis un coach certifié en programmation neurolinguistique. Ah, wow! Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la programmation neurolinguistique, j'aime dire, comme une de mes collègues elle disait, c'est une science qui nous aide à désapprendre pour mieux apprendre. Parce que, tu sais, à travers la jeunesse, on implique des habitudes. On a des habitudes d'une certaine structure. Nos parents nous disent comment fonctionner. La société nous dit comment fonctionner. Mais tout ça est complètement mélangé avec croyances limitantes, peur, crainte, remise en question, mais aussi avec des bonnes choses. Et avec la programmation linguistique, on aide les gens à aller regarder tout ce qui a été implémenté dans notre disque dur, dans notre tête, pour aller surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer. D'avancer. Ouais. Oh, wow. OK. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé la PNL en 2018. OK. Et j'ai eu ma certification cette année. Wow! Ouais. OK, d'accord. Ouais. OK. Puis est-ce que tu es dans l'entrepreneuriat par rapport à ton domaine à temps plein? Présentement, à temps partiel. OK. Parce que c'est comme une période de transition. Comme j'attendais vraiment de finir ma certification pour m'y lancer. OK, je comprends. Donc là, je suis comme dans la période de transition entre travail et me lancer à 100% dedans. Je comprends. Donc, mais sinon, je te dirais, j'ai littéralement l'impression de faire 100% de job et 100% de ça aussi. Oh, wow. Parce que c'est conférences, ateliers, des conversations de tout genre que j'ai. Fait que... Là, ça veut dire que t'as pas de vie, là, quasiment, là. Ben, j'arrive à placer quelque chose. Mais c'est pas toujours évident, honnêtement. C'est ça que j'allais dire. Parce que, tu sais, surtout quand moi, au début, je l'ai essayé, dans le sens que pendant que j'étais courtier immobilier, j'avais encore mon travail à temps plein. Je travaillais à l'hôpital à temps plein de soir. Ouais. Puis je finissais, je faisais de 3 à 11, 11h30 / minuit. Puis après ça, 2 jours, j'étais courtier immobilier, tu sais. Mais c'est comme de dire que j'allais faire ça pendant longtemps, je me voyais pas le faire. Là. Je pense que je l'ai fait pendant 6 mois, puis après ça, j'ai fait OK, Ben oui, c'est super let's go, on se lance, puis on y va à 100%. Là. Ouais, non, je te comprends. Moi, avant, dans une autre vie, j'étais conseiller en sécurité financière. Oh, OK. Fait que j'ai essayé de mélanger études universitaires et conseil financier. Wow. C'était dur. Non, c'est dur. À moins que tu sois à un niveau où ça roule vraiment. Puis là, tu es comme, OK, tu sais quoi? Je peux déléguer puis aller à l'université, mais sinon, c'est tough de faire les deux en même temps. À un moment donné, à cette période-là, j'ai dû faire un petit choix puis mettre l'université de côté pour un moment pour continuer, mais finalement, j'ai changé de carrière. T'as changé de carrière. Puis là, maintenant, t'es dans quoi, là? À temps plein, en emploi, je travaille dans la fonction publique. OK. Et c'est comme un peu Batman. Mon Clark Kent, c'est la fonction publique. Et mon Batman, c'est le coaching. OK. Ouais. Mais là, est-ce que toi, éventuellement, ce serait de faire du coaching à temps plein puis de laisser la fonction publique? Oui, ce serait mon rêve. Parce qu'en réalité, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a toujours... Quand j'ai grandi à être celui qui conseillait toujours le monde. Ah, c'est vrai? Wow, okay. J'ai toujours été celui qui ont posé des questions, on demandait des conseils sur un peu n'importe quoi, même sur des affaires que je connaissais pas. Fait que, tu sais, j'ai toujours été... On m'a exposé des trucs que des fois, j'étais comme, mais pourquoi tu te sens aussi confortable de me dire ça? Et ça a découlé. Ça a découlé dans ma vie. On dirait que c'est un chemin qui était déjà tracé. Ouais. Et je suis de nature un peu... je suis une personne introvertie de nature. Ouais, je comprends. Mais ça m'a forcé vraiment à sortir de ma zone de confort puis d'aller vers ça. Puis de me découvrir pour après ça aider les gens à se découvrir. Mais c'est-tu pour ça que tu as décidé d'en fait d'être entrepreneur, de partir ta propre entreprise? Parce que vous ne voulez pas, c'est ça, là. Bien, la fibre entrepreneuriale, je l'ai toujours eue. Quand j'étais plus jeune, ma mère, elle voulait... Tu sais, ma mère, c'est la mère typique haïtienne. Elle voulait que tu travailles à l'hôpital ou dans un domaine, tu sais, que... Ils sont tous comme ça. Les incontournables. Ouais. Mais moi, je le dis souvent dans mon podcast, ça arrive, c'est que les Haïtiens, il y a comme 2, 3, 4 métiers que tu peux faire, là. Puis si c'est pas ces métiers-là que tu décides de faire, tu fais rien. C'est tête chargée. Exactement. Puis tu sais...
autant qu'elle voulait que j'aie un emploi stable, qui a une bonne renommée, mais de l'autre côté, elle a toujours parlé d'entrepreneuriat. Elle avait même ses plans d'affaires pour sortir ses projets. Je me rappelle, dans les années 90, c'était pas quelque chose de populaire. Oui, c'est vrai. L'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose de populaire. Tu avais des entrepreneurs, mais il y en avait peu. Surtout dans la communauté haïtienne, c'était pas quelque chose d'omniprésent. Donc, elle m'a toujours lancé cette idée-là, puis... je pense que la première business que j'ai eue, c'est avec un de mes bons amis au cégep. Il s'appelle Dave. Okay. On avait lancé une compagnie qui s'appelait FA Media. Oh, OK. FA Media, c'était une compagnie de placement d'humoristes. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on bookait des nouveaux humoristes, soit de la relève ou des gens qui sont vraiment indépendants puis qui veulent tester leurs blagues. T'es pas sérieux? Puis nous, on louait des locaux puis on les invitait à venir performer. On bâtissait à travers ça. Et par la suite, ça a pris de l'ampleur. Ce qui est malheureux dans cette situation-là, c'est que au début, ça a pris du temps avant que ça prenne de la popularité. Ouais. Puis quand ça a eu de la popularité, ça a pris de la popularité tellement que nous, on n'était pas prêts pour ça. Au niveau formation, au niveau mindset, il y avait plein d'affaires que, tu sais, ça allait trop bien pour la situation, c'est un peu plate, fait qu'on a dû arrêter à un moment donné. Je comprends. Mais ça a été pour moi comme un bain. Par ça, j'ai fait du marketing de réseau, je suis devenu conseiller en sécurité financière, j'ai fait du bénévolat, j'ai même eu une formation, j'ai fait une formation à cause justement de la compagnie de placement d'humoristes. J'ai été prendre une formation de... comment ça s'appelle ça? Organisation d'événements et lancement d'entreprise. OK, je comprends. Donc, j'étais devenu un coordonnateur d'événements. Fait que j'ai coordonné des concerts, différents types d'événements, j'ai coordonné un mariage. Donc, tu sais, c'était... j'ai baigné là-dedans. Donc, c'est ça, ça bougeait. Puis je suis quelqu'un, la roue roule tout le temps dans ma tête, tout le temps. Fait que je peux pas rester assis. Mais moi, j'ai l'impression que les entrepreneurs qui ont du succès, puis ou en tout cas qui arrivent à atteindre leurs objectifs, c'est des gens comme ça. C'est des gens que comme... ils n'arrivent pas à dormir, ils sont toujours en train de réfléchir, tu sais. Moi, là, je suis partie en voyage cette année, il n'y a pas si longtemps, puis pendant que j'étais en voyage, je pensais à mon entreprise. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, tu sais. Au bout de 2-3 jours, je trouvais ça plate, là, tu sais. Oui, mais c'est une seconde nature. C'est ça, il fallait que je rentre, là, tu comprends? Ouais. C'est ça qui est fou, là. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, mettons, quelqu'un qui déciderait d'être entrepreneur au-delà de dire que je vais là pour faire de l'argent, parce qu'on a toujours ce réflexe-là de dire que je vais être entrepreneur pour avoir un salaire illimité, je veux pas de patron, je veux faire de l'argent. Mais ça va plus loin que ça. C'est que si tu décides d'être entrepreneur, selon moi, faut que tu aies la flamme, faut que tu aies faim, faut que tu penses à ta business en tout temps. Exactement. Surtout dans les débuts. Après ça, à un moment donné, quand tu arrives à déléguer puis que ça roule tes affaires, bon, des fois, tu vas mettre ça un peu de côté. Mais dans tes débuts, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, c'est capital. Là. Ben, c'est sûr que c'est important d'y penser. Tu peux pas te dissocier de ton entreprise comme aujourd'hui, à 3 heures, tu penses, puis après ça, tu n'y penses plus. Quoique tu en as besoin pour l'équilibre famille, mais d'un autre côté, tu sais, tu y penses régulièrement, ça fait partie de ta nature. Puis je pense même que moi, des fois, je me trouve un peu bizarre parce que c'est comme si que mon passe-temps et ma business en même temps. Ouais. Parce que, tu sais, moi, les deux sont interreliés. Si je te parle, je vais essayer le plus que possible d'éteindre le coach en moi. Mais, tu sais, c'est dur. Tu vas dire quelque chose, je vais dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Est-ce que, puis je vais te poser des questions, mais ça devient une seconde nature. Je pense qu'en entrepreneuriat, souvent, on va développer justement ces trucs. Quand j'avais la compagnie de placement d'humoristes, mais j'écoutais, mais ce gars-là, c'est un bon blagueur. Ses blagues sont coordonnées. On pourrait le mettre sur le show. Wow. Fait que, tu sais, ça ressort pareil. Là. Directement. Puis, je sais pas si tu as remarqué, de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs. OK? Donc, on veut lâcher le 9 à 5, on veut pas avoir un patron. Même dans la communauté aussi, OK? Il y a beaucoup de gens qui décident de partir leur entreprise. Selon toi, c'est dû à quoi? Ben, c'est sûr qu'on est dans une génération où les gens veulent vivre à leur compte, être indépendant financièrement. On en parle beaucoup dans les médias sociaux. Je veux être indépendant financièrement. Puis c'est un message qu'on envoie surtout aux jeunes. La seule chose... En fait, je trouve ça super. Je trouve ça super parce que ça force les gens à mieux se connaître et de monétiser le potentiel qui a déjà été
implémenter en eux. C'est vrai. Ça demande du travail, ça demande de reconnaître ton talent, ça demande, après ça, de démarcher pour savoir, OK, mais à quel marché ça répond? De quelle manière je peux le répondre? C'est quoi les outils que j'ai besoin après? C'est vrai. Par contre, de l'autre côté, je suis comme, est-ce que c'est tout le monde qui sont faits pour ça? J'ai l'impression qu'il y a comme ceux qui vont faire le travail ou qui ont ça comme de nature, qui vont aller directement vers l'entrepreneuriat ou qui vont démarcher vers là. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'une structure déjà bien établie et d'être la meilleure version d'eux-mêmes, mais dans la structure. Ah, OK, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Comme il y a des gens qui vont être un bon gestionnaire, mais ils ne seraient pas capables de prendre ça et de le glisser dans une entreprise qui bâtirait eux-mêmes. Ouais. Mais, exemple, dans une entreprise, ils seraient les meilleurs gestionnaires parce qu'il y a la structure qui les supporte. Qui les supporte. Ouais. OK, mais à ce moment-là, en tant que personne, tu fais comment pour savoir ça, pour mettre des balises claires? Puis peut-être aussi d'éviter d'avoir des échecs parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont partir leur entreprise, puis au bout d'1 an, 2 ans, tu les entends plus, ils sont plus là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils étaient pas bons. Non. Tu comprends? Mais comme tu viens de dire, c'est que des fois aussi, les gens ne se connaissent pas réellement. Ben oui. Ben même, tu sais, ils disent que, si je me trompe pas, c'est l'espérance de vie d'une nouvelle entreprise ici, c'est 5 ans. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 5 ans. Beaucoup. Tu sais, fait que je pense que c'est pas toutes les entreprises qui vont survivre. Et parfois, tu as la bonne idée au mauvais moment. Tu sais, c'est comme, exemple, les iPads. C'était sorti il y a plusieurs années auparavant avec une autre compagnie. Quand c'est sorti, les gens n'étaient pas intéressés. Ouais. C'est venu trop en avance. Puis après ça, regarde, quand les iPads ont sorti, c'est devenu la folie. C'est vrai. Parfois, il y a, comme je viens de dire, des fois, une bénédiction au mauvais moment devient une malédiction pour le moment. Tu sais, parfois, tu l'as là, mais comme c'est pas le bon moment ou c'est pas... T'avais peut-être pas les connaissances, peut-être pas assez la maturité non plus. Je pense que, exemple, je serais retourné conseiller financier aujourd'hui, je serais un meilleur conseiller financier que qu'est-ce que j'étais avant à cause de l'expérience de vie. J'apprends à parler, j'apprends à communiquer, j'apprends à mieux connaître le monde. Fait que parfois, tu sais, c'est mauvais timing. Des fois, c'est mauvais timing. Des fois, t'as pas les gens aussi. Tu sais, le réseau. Des fois, là... Je me rappelle quand j'étais conseiller financier, je paraissais trop jeune. Les gens voulaient pas, certaines personnes voulaient pas acheter de moi parce qu'ils se disaient, hey, mais t'es trop jeune, t'as même pas d'expérience. Fait en m'entourant d'autres personnes qui m'ont appris comment me présenter, comment travailler, ça a fait une différence. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, en étant coach, je remarque que quand tu te connais mieux, tu connais mieux tes valeurs, tu te présentes bien, tu sais comment te tenir, tu sais comment agir dans tel milieu versus tel autre milieu, ça fait une grosse différence dans l'approche que tu as de la business et même l'approche que tu as envers ta propre personne. Shit. Non, c'est vrai. Mais c'est fort, qu'est-ce que tu dis, parce que même là, tu me le dis, là, en ce moment, ça me donne un peu de la chair de poule parce que c'est pas facile, ça, d'avoir cette rétrospection-là, puis de dire, OK, 1 minute, là. Oui, je veux avoir une entreprise. Oui, je veux réussir. Oui, je veux faire de l'argent. Mais avant que ça arrive, j'ai des étapes que je dois faire. Exactement. Que ça soit pas facile, on s'entend, mais j'ai des étapes à faire. Puis si je fais pas ces étapes-là, oublie ça, là. Exact. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas essayer de toucher, selon moi, ça va pas conclure. Exactement. Puis, tu sais, j'aime dire que la personnalité qu'on traîne dans l'entreprise, c'est la même personnalité qu'on traîne dans la vie de tous les jours. Ouais. Fait que si tu es un procrastinateur dans la vie de tous les jours, tu vas procrastiner dans ta job ou dans ta business. Ouais. Fait que déjà là, si tu as déjà un cue que, hey, je procrastine beaucoup, peut-être c'est de regarder soit comment arrêter de procrastiner ou soit de regarder comment je peux déléguer cette partie-là qui aurait besoin d'être faite par quelqu'un de beaucoup plus efficient que moi. Ouais. Mais c'est de prendre conscience. Ouais, mais dans les débuts, le problème, c'est c'est tough, on n'a pas d'argent non plus. Que ce soit pour engager quelqu'un, c'est pas facile, là, tu sais. C'est vrai. Être entrepreneur, c'est pas facile. Non, c'est vrai. Mais tu sais, parfois, là, il y a des choses que tu peux mettre en place qui vont penser pour toi. Comme? Des outils. Exemple, si, mettons, là, t'oublies toujours les paiements. Ouais. T'implémentes dans ton système des paiements automatiques. Automatiquement, tu sais que ton argent va être là à chaque mois, puis tu sais qu'il y a un paiement qui doit passer. Ouais. Automatiquement, tu viens de créer un système qui paye pour toi. OK, je comprends. Donc, tu sais, pour différentes tâches, il y a différents outils qui peuvent te permettre de... Oui, même malgré que je procrastine, je sais, ou que j'oublie toujours des affaires, mais tel outil va permettre
de me rendre efficient pareil. Ouais, je comprends. Donc là, c'est sûr que, comme tu dis, au début, c'est difficile. Des fois, tu n'as même pas d'argent pour acheter un outil, pour payer des logiciels, des applications et tout. C'est tough, mais ça reste à être du travail sur soi-même et d'être entouré des bonnes personnes qui vont nous donner des conseils aussi. Les conseils par rapport à ça. Exactement. Puis l'autre chose aussi que j'ai réalisé, mais ça, je ne l'avais pas encore réalisé avant d'être travailleur autonome, c'est que c'est extrêmement de travail. Avant même de vouloir travailler sur son entreprise, il faut qu'on travaille sur soi avant. OK? Que ce soit les lacunes qu'on a, comme tu viens de dire, les propres peurs, parce qu'on a tous des peurs. Moi-même, j'en ai plein, là. Des fois, les gens, ils me voient sur les réseaux sociaux, puis ils sont comme, shit, Marcha est super confiante, puis tout, mais la réalité, c'est que j'ai des peurs. La réalité, c'est que je suis comme, en ce moment, des fois, je vois mes dépenses. Puis là, je suis comme, OK, surtout que je travaille autonome, donc j'ai pas nécessairement de l'argent qui rentre à tous les mois, tu sais. Fait que t'as toujours cette peur-là de te dire, OK, j'ai investi sur telle affaire, sur tel projet, c'est quoi mon retour sur mon investissement? OK, il y a cette peur-là qui est là, et moi, le gros défi que je me suis rendu compte, c'est que oui, je suis bonne dans ce que je fais, j'adore ce que je fais, mais il faut que je travaille beaucoup plus sur moi avant de commencer à travailler sur ma compagnie. Oui, tout à fait. Et plus tu travailles sur toi, mieux tu vises ton client. Parce que je me rappelle, j'avais fait une formation avec des dames de Mary Kay récemment. Et une des premières choses que je leur ai demandé, je les ai fait faire un test de personnalité. Et ensuite, je leur ai demandé, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? Quand tu connais tes valeurs, par la suite, et là, quand je parle de valeurs, parfois, on va mélanger valeurs et croyances. Oui, c'est vrai. Parce qu'on va dire, mais je crois que ça, mais c'est pas une valeur. Fait que je leur demandais, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? Parce que souvent, tu sais, on dit qui se ressemble, s'assemble. Surtout quand on est travailleur autonome, c'est beaucoup plus facile de travailler avec quelqu'un avec qui ça marche bien parce que le fil coule bien ou on comprend le type de personnalité, si on est capable de s'ajuster avec ça. Versus des personnes qu'on va toujours courir après. Puis c'est toujours quand c'est un mauvais match que tu cours après un client pour le paiement. Tu cours après parce qu'il t'a pas répondu. Tu cours après parce qu'il a pas signé le document. Fait qu'à la fin, c'est toujours une course qui arrête jamais. Non, je sais, mais dans les débuts, j'en reviens toujours à je viens de partir mon entreprise. Est-ce que je peux réellement me permettre de commencer à faire ma difficile puis à dire peut-être ce client-là, il ne fit pas avec ma personnalité ou ce client qui est plus difficile, je ne le prendrai pas. Tu sais, je veux dire, avec l'expérience, je suis d'accord. Tu sais, moi-même, écoute, depuis 1 an, j'ai commencé à le faire. Tu comprends? Il y a des clients, carrément, je leur dis, écoutez, je pense pas que je suis la bonne personne pour vous. Puis je dépose le client tout doucement, va voir mon compétiteur ou va voir un autre courtier, j'ai aucun problème. Mais dans les débuts, quand tu viens de commencer, là, t'as pas ce réflexe-là. Je suis d'accord avec toi. Mais parce que, comme je te dis, c'est une sorte de mindset. Parce que dans le fond, là, quand tu sais que le client est difficile, à quelque part, tu te dis, regarde, je vais m'y faire avec lui. Mais tu te dis aussi que c'est temporaire. Tu ne seras pas toujours obligé. Tous tes clients futurs ne sont pas toujours comme ça. Parce que l'affaire, c'est que je me rappelle, quand j'avais plein de clients difficiles à tout le temps au même moment, à un moment donné, tu es découragé puis tu te dis, mais on dirait que ça va être ça ma vie. C'est juste ça que je vais faire, courir après du monde. Mais au début, c'est que tu fais, comme ils disent, tu fais tes dents, tu fais tes crocs sur la scène, tu fais que tu regardes, tu testes, puis là tu comprends, OK, mais tel client est comme ça, voici comment j'ai dealé avec. Tel client est comme ça. Même le client difficile, parfois, il est juste difficile parce qu'on n'a pas d'expérience. Ou qu'on ne sait pas comment dealer avec. C'est pas nécessairement qu'il est difficile. En même temps, c'est quoi j'aime parler de croyance, qu'est-ce qui se cache derrière son caractère difficile? Est-ce que c'est la peur, c'est la crainte, c'est parce qu'il ne te connaît pas, parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il hésite, c'est pas lui qui paie, c'est pas lui qui gère les finances dans la maison. Tu sais, il y a pas mal d'affaires qui vont faire que comme tu fais comme, oui. En fait, quand il disait non, il disait pas non à moi, il disait non à cause de sa situation ou à cause des combats internes qu'il a avec lui. C'est sûr que nous, quand on voit on cherche l'argent, on va pas avoir le temps de psychanalyser la personne et d'être comme, tu sais, c'est sa croyance limitante qui l'empêche d'acheter, tu veux vendre, là. Mais c'est fou. Au fur et à mesure avec l'expérience, c'était comme, là, quand il m'a dit non, c'est parce que c'est pas lui qui paye ou c'est pas elle qui paye. Donc, est-ce que je devrais intégrer son mari ou son épouse dans mon processus de vente? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Mais comment qu'on fait pour en arriver à la réflexion que toi, tu as de dire que de prendre le temps d'analyser notre client? Parce que c'est fort, qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que moi aussi, je me rappelle dans mes débuts, tu sais, il m'arrivait souvent des conflits avec mes clients, puis là,
avec un pied de recul, parce que toutes les transactions que je fais, que ce soit mauvaise ou bonne, j'ai toujours un pied de recul. OK, pourquoi que ça s'est bien passé? Tac, tac, tac. Puis ça s'est bien passé à cause de ça. OK, je vais continuer cette même stratégie-là. OK, pourquoi que ça s'est pas bien passé? Tac, tac, tac. OK, shit. Peut-être c'est moi qui étais en tort. Peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris le client. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, quand tu as une business, tu as des clients qui sont beaucoup plus difficiles ou tu veux closer un deal aussi, comment qu'on peut faire pour être en mesure de pouvoir analyser la personne en face de nous? Tu sais, je pense qu'on analyse déjà. OK. De nature, on analyse déjà, tu sais, on regarde un peu son comportement, le ton de sa voix, comment la personne nous regarde. Tu sais, des fois, la personne nous donne un vibe dès le début où t'es comme, ouais, celle-là va être tough. Mais après ça, tu sais, c'est quand tu débutes, c'est sûr que tu l'as pas, instinctivement. C'est plus difficile. C'est pas instinctif. C'est à moins que tu aies une nature où tu as l'habitude, tu es très intéressé à la nature humaine. Sinon, tu sais, c'est pas naturel. Au début, tu sais, tu vas en faire des bons coups puis des mauvais coups. Puis des fois, le client qui semble simple, tu vas pas vendre avec. Puis le client qui est super difficile, il va te faire une super vente. Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'en ai eu là des ventes, exemple, une vente de $3,000. Puis tu es comme, OK? Ouais. Le monsieur, il avait l'air vraiment pas intéressé. Puis finalement, il fait, ouais, mais c'est correct, c'est où ce que je signe? Ouais. Versus l'autre qui est comme, oui, ça m'intéresse, puis que finalement, signe pas. Ouais. Laisse-moi y réfléchir. Puis la personne réfléchit jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je comprends. Donc, au début, ce ne sera pas comme ça, mais après ça, mettons, exemple, quand tu es conseiller financier, tu as un directeur. Oui. Le directeur va te dire, regarde, voici qu'est-ce que tu as fait. Quand tu as dit ça, voici qu'est-ce que ça a fait. Ou sinon, ben, tu as un coach comme moi, avec qui tu parles, puis que tu lui dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui bug? Puis moi, je vais accompagner dans la réflexion, dans la remise en question et établir des nouvelles stratégies mentales ou de comportement pour amener justement la personne à aller vers cet objectif-là. Vers cet objectif-là. Mais à ce moment-là, est-ce que ce serait pas mieux de dire que toutes les personnes qui ont une entreprise, surtout du côté de la vente, OK, donc qu'on vend un produit ou un service, que ce serait bien d'avoir soit un coach ou carrément de se faire former dans tout ce qui est apprendre le type de personnalité du client avec qui qu'on est, parce que veut ou veut pas, on veut essayer de travailler avec tout le monde, idéalement. C'est tout dépendant, c'est quoi qu'on vend, le service ou le produit. Dans mon cas, à moi, je peux pas commencer à dire t'es un acheteur 300 000, je travaille pas avec toi, puis toi, t'es un acheteur de 700, je te prends. Donc, à ce moment-là, moi, je me pose vraiment la question, c'est de dire que, est-ce que en tant qu'entrepreneur, on n'aurait pas un travail de notre côté? Tout à fait. Ben, surtout dans la vente. La vente ou le service à la clientèle, tu parles avec le monde directement. Exact. Fait si tu veux convaincre quelqu'un à vendre, il faut que tu comprennes c'est quoi les stratégies mentales, les stratégies de réflexion que les gens ils ont. Ce serait de base d'avoir une formation sur comment est-ce que les gens fonctionnent ou comment les gens pensent. Pas juste au niveau de la finance, mais aussi comment les gens pensent par rapport aux finances. Parce que, exemple, une personne, tu lui donnes $1 million, il va peut-être commencer à investir. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire, tu sais quoi, ma famille, je viens d'une famille pauvre, et on n'a jamais eu ce niveau d'argent, fait que je vais le mettre dans un compte fermé, puis je ne vais plus y toucher. Ouais. Fait que deux processus de réflexion complètement différents. Fait que tu as besoin de savoir, OK, mais comment désengager cette crainte? Communiquer avec la personne, OK, mais qu'est-ce qu'on t'a enseigné par rapport à l'argent? L'argent représente quoi pour toi? Si tu aurais $1 million, qu'est-ce que tu ferais avec? OK, aujourd'hui, si moi je pourrais t'aider, de quelle manière je pourrais t'aider? Tu sais, de poser des questions qui vont venir boum, 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 puis commencer à apaiser la personne, parce que souvent, on se pose pas ce type de questions-là dans la vie de tous les jours. Moi, je fais du coaching, fait que c'est sûr que je le pose à mes clients. Absolument. Mais dans la vie de tous les jours, tu te demandes pas qu'est-ce que j'aurais besoin, quelles ressources que j'aurais besoin, qu'est-ce qui bloque. Tu sais, des fois, tu vas dire, j'ai peur. Mais ça, c'est la manière la plus facile de dire, d'exprimer l'émotion que tu vis. Absolument. Tandis que parfois, c'est quelque chose qui a été ancré. Si ta mère avait toujours peur de dépenser et ton père, il disait que les gens qui ont de l'argent, c'est des voleurs, ça se peut qu'à un certain niveau de prospérité, tu sois comme ton mental te bloque automatiquement à aller plus loin. Parce que là, tu vas percevoir ta prochaine richesse comme étant futur abus. Parce que ton père t'a inculqué que les riches, c'est des voleurs. Ou si ta mère, elle avait peur de dépenser, mais tu vas toujours avoir la crainte du manque.
Ouais. Fait que, tu sais, il y a du monde, là, ils achètent, ils ont leur maison remplie de stocks, de plein d'affaires, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'il va y avoir une crise qui va arriver. Ouais. Puis, mais tu sais, imagine qu'il en manque. Fait qu'ils achètent 4-5 pâtes à dents ou 3, tu sais, plein d'affaires que tu es comme, mais c'est quand est-ce que tu vas les consommer? C'est comme, mais je les consomme pas tout de suite parce que tu sais jamais. Ouais. Tu sais, donc, connaître le client, connaître la personne, connaître l'humain. Aller au-delà du client, connaître l'humain va faciliter comme ton processus de vente, ton processus de réflexion, ton approche et même ton approche envers toi-même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis notre empathie aussi. Oui. Parce que, tu sais, des fois, nous, on voit juste la vente, on veut faire l'argent, puis that's all, mais ça va plus loin que ça, là. Non, je te dis, c'est fou qu'est-ce que tu dis, parce que surtout aussi, nous, dans notre communauté, moi, je fais souvent cette blague-là, mais je dis souvent que si t'es haïtien, là, la probabilité de chance que tu sais combien que tes parents faisaient... C'est trop controversé, ça. Probabilité de chance que tu sais combien que tes parents faisaient, c'est en grandissant. Maintenant, tu connais son métier, tu le fais le calcul parce que tu sais à peu près ça vaut combien. Mais c'est très rare qu'on va voir dans notre communauté, les parents vont s'asseoir avec nous, vont commencer à nous parler de finances, vont commencer à nous parler d'argent, puis ils vont vraiment nous expliquer ce qu'il faut savoir. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai remarqué que dans notre communauté, il y a une grosse lacune. Oui. Tout ce qui est dans le domaine de finance, la structure, il y a vraiment une lacune par rapport à ça. Et cette éducation-là, ou ce manque d'éducation financière, amène même un désintérêt. Ouais, c'est vrai. Parce que, tu sais, je me rappelle quand j'étais conseiller financier, puis que j'approchais des monde, mais t'inquiète pas, je vais pas essayer de te vendre, je vais juste te montrer. Quoi qu'il y a des gens, quand ils disent, je vais pas te vendre, ils vont essayer de te vendre quand même. Mais il y avait du monde que, tu sais, tu leur parles de finances, puis, tu sais, on dirait que ça leur rebondit sur le cerveau. Parce que c'est pas qu'ils veulent pas être prospères, c'est pas qu'ils veulent pas d'argent, mais de s'installer et de prendre un moment de réfléchir puis d'être comme, OK, tu sais quoi, là, je vais me mettre en mode étudiant pour recevoir qu'est-ce que Nelson va me dire. C'est très difficile parce que tu vois l'instruction par rapport aux finances comme étant une grosse montagne. Ouais, c'est vrai. Et là, tu te dis, comment je vais faire pour apprendre ça? Puis tu es déjà découragé. Ouais. Une grosse montagne, puis aussi, moi, l'impression que j'ai, c'est que nous, on peut pas atteindre ce niveau-là, peut-être de prospérité aussi. On va se contenter avec qu'est-ce qu'on a. Ouais. Tu vois, et c'est là que c'est important, la représentation, de voir nos personnes qui ont réussi. Ouais, absolument. Être dans nos environnements. Tu sais, souvent, malheureusement, on va avoir des gens qui ont réussi, mais après ça, ils sortent du quartier où ils étaient. Carrément, mais ils sortent aussi de la communauté. Fait que là, tu n'as plus ces experts, ces connaisseurs qui pourraient te transmettre les connaissances nécessaires pour pouvoir reproduire ça. Ou tu en as qui sont comme, mais si je lui enseigne ça, il va m'enlever des prochains clients. Fait que là, tu es comme... Okay. C'est fou pareil, là. Mais on est beaucoup, il y a beaucoup de clients potentiels. Comme courtier immobilier, on peut avoir l'impression qu'il y en a plein, mais il n'y en a pas tant que ça. Ben, c'est pas qu'il y en a pas tant que ça non plus, c'est que moi, je considère qu'il y a de la business pour tout le monde. Exact. Peu importe dans quel secteur que tu travailles, il y a de la business pour tout le monde. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a un type de personnalité totalement différent. Voilà. OK? Tu pourrais être courtier immobilier comme moi, puis la personne dit, moi, là, je serais plus à l'aise à travailler avec un homme. Oui. Ça arrive. Moi, j'ai des clients qui me disent, c'est bien correct. Tu comprends? Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Ben, écoute, va voir Nelson. C'est bien correct. Tu comprends? Fait que c'est ça le hic que tu dis, mais au-delà de ça aussi, j'ai remarqué dans notre communauté, pour ceux qui croient en Dieu puis tout ça, les gens ont comme des superstitions en disant que si je dis aux gens que je suis riche, j'ai de l'argent, les gens vont vouloir me faire du mal. On va vouloir m'enlever ma chance, on va vouloir... Tu comprends? Même moi, à un moment donné, je le pensais. Je vais pas te mentir, je pensais à ça. Jusqu'à ce moment donné, j'ai dit, you know what? Je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Je commence à faire des vidéos. Je vais aider le plus de monde possible que je peux aider et advienne qui pourra. Ouais. That's it. Puis là, encore aujourd'hui, je suis toujours en vie. J'ai pas de problème. Tu comprends? Mais dans notre communauté, j'ai remarqué qu'il y a ça aussi. Mais j'ai l'impression que c'est une croyance qui est transmise à quelque part. Mais parce que certains l'ont vécu, effectivement. Il y a des gens, malheureusement, qui sont devenus prospères, mais qui se sont dit, tu sais quoi, je vais pas quitter mon quartier. Et qui se sont fait cambrioler, ils se sont fait voler, ou les gens les ont trahis. Plein de mauvaises expériences. Mais ça, c'est-tu peut-être parce que cette personne-là, elle réussissait, mais elle le démontrait pas de la bonne façon aussi? Je pense que c'est un mélange de plein d'affaires. OK. Je pense que c'est un mélange de plein d'affaires. Des fois, c'est
c'est comment tu te comportes avec les gens quand tu as cette richesse-là. Et parfois, c'est la perspective que les gens ont de cette richesse-là. Ou le fait que certaines personnes vont penser que, moi, je pourrais jamais l'atteindre. Oui, oui. Lui est là, c'est une ressource. Laisse-moi profiter de cette ressource. Oui, c'est vrai. Fait tu sais, t'es jamais nécessairement responsable de comment les gens vont, de qu'est-ce que les gens vont penser ou vivre leurs émotions par rapport à toi. Mais en même temps, tout dépendamment de comment tu interagis avec eux, ça peut amener. Je dis pas que à cause de toi, tu arrives là, mais ça peut provoquer certaines émotions. Parce que veut ou veut pas, je comprends le point que tu dis, puis t'as pas tort, parce que c'est vrai que, surtout, même pas surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, là, naturellement, là, que dès que tu réussis, ou même tu vas aller leur demander un conseil, puis généralement, ils vont te donner un conseil négatif, justement pour pas que t'avances, tu comprends? Fait que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, mais il y a un point que je trouve que, surtout dans notre communauté qui nous aiderait, c'est vraiment d'avoir des modèles. Oui. Tu sais, j'avais invité Mactar, de l'immobilier, puis on parlait de ça. Ce qui tue notre communauté, c'est qu'on n'a pas assez de modèles. C'est vrai. Même à la télévision. C'est vrai. Tu sais, les grosses séries, là, super populaires, il n'y a pas de black là-dedans, là. Ouais, puis les blacks qui sont là, mais ils représentent... Ils ressemblent pas à qu'est-ce que toi, tu vois dans un quotidien. Non, fait que tu es déconnecté. Même moi, quand je me suis lancé en coaching, quand j'ai fini le coaching, quand j'ai fini ma formation, je suis comme, OK, maintenant, je fais quoi? Ouais. Parce que là, j'ai personne. Il y a mon enseignante qui, elle, est un modèle. Ouais. Mais après ça, je suis obligé d'aller sur YouTube pour regarder, OK, mais qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Je suis obligé de regarder en France, qu'est-ce qu'ils font pour être comme, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que moi, avant de commencer le coaching, j'avais lancé des vidéos de motivation qui s'appelaient Monday is a Good Day. Ben oui, ben tu le fais encore. Ben en fait, je le fais encore. J'écoute ça, ouais. Exactement. Et ça a été, avant de me lancer dans la formation, j'avais lancé ça. Ouais. Parce que je voulais partager la motivation aux gens, puis ça me faisait du bien. Puis si tu vois dans les anciennes vidéos, à un moment donné, je suis dans la neige, là. J'ai de la neige dans les narines, dans les yeux, tout partout. Puis je suis là encore en train de me motiver les gens. Puis je me dis, si moi, je suis assez motivé pour sortir un lundi matin à 6 heures dans la tempête pour dire aux gens, t'es capable, j'espère que ça va amener un brin aux gens. C'est vrai. Fait que quand tu vois ça, mais les gens ils se disent, Nelson est fou. Pourquoi il sort à moins 15 pour aller faire ça? Mais en même temps, il se dit, s'il est capable, je suis capable. Ouais. Et c'est la même manière pour nous tous dans différents domaines. En plus, nous, on est dans une génération en ce moment où du moins dans notre communauté, on a une diversité au niveau des entrepreneurs. On n'a plus... en fait, avant, c'était quoi? Les grands professionnels de notre communauté, c'est les chauffeurs de taxi, c'est les infirmières, t'avais quelques avocats, quelques notaires. Puis, tu sais, alors qu'aujourd'hui, on a un éventail tellement incroyable. On a des peintres, des chanteurs, des courtiers immobiliers, des conseillers financiers, on a des coachs, on a des psychologues. Et c'est comme... On touche à tout. On touche à tout, ouais. Mais c'est sûr que, malheureusement, tu sais, des fois, il y a la crainte. J'ai jamais... Exemple, si t'as jamais vu quelqu'un être conseiller financier noir qui habite mettons, hors de Montréal, en région, ça se peut que t'as une petite crainte. Tu sais, OK, mais comment les gens vont me percevoir? Et donc, tu sais, de voir quelqu'un qui l'a réussi, ça fait aussi... il devient une ressource d'information qui te permet de te propulser après. Absolument. Et là, en ce moment... J'ai l'impression que pour les futures générations, ça va être mieux parce que notre génération va avoir implémenté certains concepts, certains préceptes et certains enseignements. On va partager beaucoup d'informations. On va être les mentors du futur. Ouais. Et eux, ils vont pouvoir bâtir là-dessus. Mais jusqu'à là, nous, on est comme les premiers. Là. Exactement. Et c'est pour ça que j'aime qu'est-ce que tu dis, parce que tu as été voir aux États-Unis, en France, même pas au Québec, là. Aux États-Unis, en France, qu'est-ce qui se faisait, là? Ouais, c'est parce que il y en a beaucoup ici qui réussissent bien, puis les informations qu'ils disent sont intéressantes, mais après ça, j'étais comme, OK, mais est-ce que ça va couler avec ma communauté? Est-ce que ma communauté va le percevoir de cette façon-là? Parce que, étant même dans le même pays, on a nos sous-cultures, puis nos sous-cultures viennent influencer comment, tu sais, qu'on réagit. Bien sûr. Non, c'est bon. Fait que là, toi, ça veut dire que, en fait, quand t'as parti ton entreprise, c'était dans l'optique d'aller chercher peut-être plus la communauté haïtienne? Oui, de base. Nice. Mon esprit de base était, et j'ai découvert quelque chose, je présume qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que moi. Fait que j'aimerais ça leur donner l'information. Puis même pour te faire un backstory. En fait, je me suis lancé dans le monde du développement personnel. En fait, ce qui m'a initié à ça, c'est le décès de mon père. OK. Mon père est décédé et par la suite, il y a eu comme ce vide, tu sais, cette remise en question. Tu perds ton père, là, tu te dis, OK, je fais quoi? Comment ça...
tu sais, t'es un peu déraciné. Ouais. Par la suite, je suis tombé sur le livre Les 5 langages de l'amour OK, de d'accord. Gary Chapman. OK. 5 langages de l'amour, je sais pas si tu connais le livre. Non. OK, c'est un livre où ils disent que l'être humain a 5 façons de présenter l'amour. Là, ça se pourrait que j'en échappe une, mais ils disent les paroles valorisantes, les cadeaux, le toucher, les moments de qualité et les gestes, le mot m'échappe, les actes de service. OK. Les actes de service. Donc, à travers le livre, je l'ai dévoré le livre en une journée, puis j'ai commencé à analyser ma sœur, les interactions entre ma sœur et ma mère. Okay. Moi et ma mère, moi et ma sœur, mon père et ma mère. Puis là, j'ai commencé à être comme, mais je comprends maintenant pourquoi ma mère et ma sœur, ils s'accrochent dans ce coin-là. Parce que ma mère, elle veut l'exprimer qu'elle l'aime de cette façon-là, puis ma sœur, c'est pas comme ça qu'elle le reçoit. Wow. Fait que là, en faisant cette analyse-là, j'étais comme, wow. Puis là, un de mes amis m'a présenté Eric Thomas, un grand motivateur aux États-Unis. Oui. Je suis devenu un fou d'Eric Thomas. Puis, après avoir vécu tout ça, j'étais comme, wow, je viens de découvrir une mine d'or, je vais le partager. Oui. Et là, c'était aucunement pour l'argent. Aucunement pour l'argent. Je sais que il y a quand on voit sur le marché, tu sais, beaucoup de coachs vendent. Exact. Puis, tu sais, c'est normal, c'est un marché. Mais à la base, ça n'avait rien à voir avec l'argent. C'était juste le désir de partager. Partager. Et encore, j'ai toujours ce besoin de partager. Parce que je me dis, il y a un petit Nelson, il y a une petite Nancy, une petite Marsha dehors qui est comme, j'ai personne pour me conseiller, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Puis je réalise que parfois, rendu plus vieux, on traîne ces mêmes insécurités, ces mêmes problèmes, ces mêmes questionnements, ce même vide. Et avec, justement, la formation que j'ai prise de coaching, là, je suis comme, tu sais quoi, je veux aider ma communauté à ouvrir les yeux sur les côtés sombres de leur vie, les côtés, les blocages, exemple, le pardon. Tu sais, je faisais une conférence il n'y a pas longtemps sur le pardon de soi. Et, tu sais, on nous a beaucoup enseigné à pardonner les autres. Oui. Mais on n'a pas beaucoup reçu d'enseignement par rapport à comment se pardonner. Pardonner un échec que tu as fait. Imagine, tu rencontres un gros client. Ouais. Une phrase que tu as dite pendant ton speech de vente a turn off le client, puis il l'a pas acheté. Pas là, maintenant, tu traînes jusqu'à ta prochaine vente avec cette lourdeur. Puis là, maintenant, tu n'es plus dans « je suis capable ». Tu es comme « il ne faut pas que je fasse qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois ». Et là, tu ne t'es pas pardonné. Fait que là, tu te lances dans la prochaine vente, mais avec le poids de vente et le poids du passé. Ouais, c'est vrai. Alors que si tu te défaisais du poids du ce serait beaucoup plus facile par la suite d'aller vers le futur avec un poids beaucoup moins lourd sur tes épaules ou aucun poids même. Ouais. Donc, tu sais, c'est des choses qu'on a besoin. Aïe. Puis, tu sais, c'est fou parce que... Puis ça n'a même pas rapport, là, avec... le fait est qu'on est entrepreneurs tous les deux. Là, c'est vraiment dans ton quotidien, j'ai l'impression que tu sois infirmière, que tu sois médecin, avocat, peu importe la carrière que tu fais, tu devrais avoir une partie où ce que tu prends le temps de te former sur le développement personnel, sur ton mindset. Tu n'as même pas besoin d'être entrepreneur. Oui. Même pas besoin. C'est important. Et même, je dirais, parce que moi je suis croyant, et même pour les communautés croyantes, c'est important parce que souvent... on va avoir parfois le réflexe de se dire, mais Dieu va s'occuper de tout. Aïe. Dieu, c'est notre secrétaire, genre, il va gérer les affaires pour nous. Nous, on est là, puis on attend. Alors qu'on a cette partie où ce que nous-mêmes, on a à se développer, on a nous-mêmes à découvrir. Ils disent dans les Écritures que Dieu nous donne le discernement. Donc, ce qu'on va appeler l'instinct ou l'instinct. Tu vas capter quand quelqu'un... tu peux pas travailler avec. Tu vas capter certaines affaires chez les autres personnes. Puis ça, c'est à être nourri. C'est à être... C'est ça, parce que je pense pas que c'est 100% ça en tout temps, là, pour tout le monde, là, qui est nécessairement croyant, là. Non, ben, en fait, pour la majorité du monde sur la Terre, c'est pas la réalité. C'est la majorité du monde, non, c'est... C'est ça. Parce que c'est fou que tu me dis ça, parce que, tu sais... moi, je crois en Dieu aussi, puis j'ai des clients qui vont carrément me dire ça. Tu sais, pendant la surenchère qu'on a eue, j'ai des clients qui m'ont dit « Ah, on va laisser ça dans les mains de Dieu. » Puis là, je suis comme « Oh, OK, d'accord. » Tu sais, malgré que je suis croyante, je pense pas que c'est si simple que ça. Je pense qu'il y a quand même, veut ou veut pas, des étapes, un effort aussi que la personne doit faire pour que les choses avancent aussi. Oui, parce que, tu sais...
Moi, je pense qu'il faut mettre, mais ça c'est ma croyance, il faut mettre la foi dans toutes les choses. OK. D'accord. Mais tu as une responsabilité derrière cette foi-là. Exactement. Tu mets pas la foi en avant puis toi tu fais rien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pas comme ça. Ça, faudrait dire ça aux gens. Il faut que tu agisses. Comme si tu n'apprends pas à être infirmière du jour au lendemain, tu as des études à faire. Exact. Et autant pour acheter une maison, tu as un processus. Ouais. Autant pour enterrer une personne, tu as un processus. Mais je pense que les gens le mettent comme dans leur sauce à eux, comment qu'ils voudraient que les affaires se font. Puis ils ont tendance à mettre Dieu en avant. Parce que j'ai remarqué ça. Hein, des fois, il y a des gens qui vont même carrément prendre le Dieu pour acquis. Là. Oui. En tout cas, on ne peut pas juger, mais j'ai remarqué ça beaucoup. Là. Oui, c'est sûr que... Mais, tu sais, quand tu ne le sais pas que tu as une tâche à faire, tu ne la cherches pas, la tâche. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu délègues, c'est parce que tu enlèves un fardeau sur toi pour le mettre sur quelqu'un d'autre. Okay. Et il y a du monde, parfois, ils vont penser qu'ils n'ont pas nécessairement une tâche à faire ou ils ont une moins grande tâche à faire dans l'aboutissement de leur réussite. Mais en tout cas, je trouve ça très touché parce que c'est comme si, mettons, tu me dis, je sais pas moi, quelqu'un qui est sur l'aide sociale ou au chômage, qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'emploi, il dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver un emploi. OK? OK. T'as pas envoyé de CV. Fait que là, t'attends que l'employeur vienne frapper à ta porte ou ton téléphone sonne. Il n'y a pas de CV qui a été envoyé, il n'y a rien qui a été envoyé, il n'y a aucune démarche qui a été faite. Puis tu fais juste t'asseoir puis dire, Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais trouver un emploi. On s'entend-tu entre toi puis moi, là, ça va prendre du temps en chien, là. Oui, si tu bouges pas, là, ça va prendre du temps. C'est ça que je te dis. Même si tu n'en as pas parlé à quelqu'un, au minimum, il faut que tu aies... d'en parler. Ouais, et quand je parle d'étape, là, je parle du plus petit effort que possible aussi. Là. Je parle de... Tu sais, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Est-ce que ton cousin, ton meilleur ami cherche une job? C'est ça. Peut-être qu'à travers ça, oui, Dieu va t'aider. Il va t'aider. Ouais. Tu as toujours le plus petit effort à faire minimalement pour t'amener à ça. Ouais. Colin. Je finis toujours mon podcast en posant cette question-là à toutes mes invités parce que tu le sais, je suis courtier immobilier puis j'ai quand même l'immobilier dans les veines. Est-ce que toi, Nelson, tu investis en immobilier ou tu aurais les projets d'investir en immobilier un jour? C'est mon projet. Ouais, c'est mon projet. Oui, cool. oui, c'est mon projet. Comme je te disais tout à l'heure, j'attendais de finir ma formation, de finir certaines affaires, pour après ça, plonger vers ce nouveau projet. Ouais. Yeah. Donc, oui, ça fait partie de mes projets futurs. Puis est-ce que ce serait comme d'acheter un immeuble à revenu, une maison? Ce serait quoi ton projet, en fait? J'ai à cœur d'acheter un immeuble à revenu. OK, d'accord. Ouais. En partenariat avec quelqu'un ou... Selon la situation, je sais pas. C'est sûr que j'aimerais avoir ma propre chose. Ouais. Ma propre chose. Mais c'est sûr que je serais ouvert. À ouvrir avec quelqu'un. Je comprends. OK, c'est bien. Puis est-ce que tu regardes un peu le marché? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Je suis pas mal curieux. Mais écoute, je suis entouré de personnes qui travaillent dans les finances aussi. Fait que... J'ai un œil très, très ouvert. Comme j'ai vu que les taux d'intérêt ont augmenté à 4, je sais pas, c'est 4,5? 4,25. 4,25. 4,25. Donc, c'est sûr que ça fait comme... Oui, c'est clair. Mais tu sais, moi, le conseil que j'ai toujours dit à mes clients, même quand ils sont venus me voir là, pendant la pandémie puis que les taux d'intérêt étaient très bas, la première question que je leur disais, c'est « Pourquoi t'achètes? » OK, tu me donnes ta réponse, parfait. Si la réponse que tu me dis, c'est « J'achète parce que le taux d'intérêt est bas », t'es dans la merde. Oui. T'es dans la merde, t'es faite jusqu'à l'os. Parce que le taux d'intérêt, ce n'est pas fixé dans le temps, c'est pas gelé dans le temps. Exactement. Si tu prends une hypothèque pour 25 ans, ton taux ne sera pas à 2% pendant 25 ans. Non, c'est ça. Ouais. OK? Et le problème que les Québécois et Québécoises ont, c'est qu'ils ont fini de prendre une hypothèque aujourd'hui. Demain matin, ils vont s'acheter un nouveau char. Après l'autre journée, leur enfant est peut-être rendu dans une école privée. Donc, tu viens augmenter tes dépenses. Ça fait que 5 ans plus tard, quand tu renouvelles avec le nouveau taux d'intérêt d'actualité, qui n'est plus à 2%, mais qui est rendu à 5%. Là, tu prends un méchant choc. Tu prends une claque. Oh ouais. Tu comprends? Ouais. Puis là, la banque, elle est comme, mais je comprends pas. Parce que moi, je t'avais préqualifié en fonction que si ça augmentait, tu étais censé être capable. Oui, c'est ça.
Tu comprends? T'étais censé être capable. Fait que là, tu rentres dans les détails, tu dis, oui, mais là, j'ai une nouvelle auto. Mon enfant est dans une école privée. Ouais. J'ai ci, j'ai ça. Fait que là, c'est whoop! Oui. C'est ça l'affaire. Là, t'es obligé de faire une nouvelle gestion de priorité, là. Une nouvelle gestion de priorité, mais ce qui est plate aussi beaucoup, c'est à ce moment-là que les gens, ils se font saisir leur propriété, ils sont pas capables de payer, ils doivent vendre. Et c'est ça que je trouve dommage. Fait que c'est pour toutes ces raisons-là que même dans mes capsules immobilières, je parle souvent de ça. Tu sais, moi, le courtier que j'ai décidé de devenir, c'est pas le courtier ordinaire qu'on voit. C'est vraiment le courtier que elle va te dire, je vais te dire les vraies affaires tout de suite. Cash. Qui que t'aimes ça, qui que t'aimes pas ça. Tu vas le savoir tout de suite, mais au moins, selon moi, tu es capable de prendre une décision en fonction de ce que tu sais, de ce que tu connais. Fait que tu sais, aujourd'hui, je m'achète une maison, le taux d'intérêt est à 2%, mais dans 5 ans, je suis déjà prêt à qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver. Puis je sais que cette maison-là, je l'ai pour 25 ans, puis je suis heureux, là, tu sais. Oui, tout à fait. Surtout avec d'où qu'on se parlait au début, on se disait que les gens sentent le besoin de devenir travailleurs autonomes. Ce que moi, j'ai réalisé aussi, c'est que les salaires ne suivent pas l'inflation. Ouais. Tu comprends? Fait qu'on sent ce besoin-là de dire, je vais être mon propre patron, je vais faire mes affaires, j'ai le pouvoir de choisir mon salaire va être combien par année ou par mois. Tu comprends? J'avais invité, je parle toujours de lui depuis qu'il est venu dans mon podcast, il s'appelle Alexandre Lachance, même pas un Haïtien, un Québécois, 26 ans, il est millionnaire. Là, écoute, Nelson, j'ai mis le podcast sur mes réseaux sociaux, puis il y a des gens qui ont commencé à le batcher. Ben oui, t'es vraiment batché puis tout, mais ça reste que vous, on veut pas. Tu l'envies un peu, là. Tu te dis, Colin, à 26 ans, d'être millionnaire, d'être structuré, d'avoir une entreprise qui roule, puis tout est réglo, là. Il n'y a rien de pas réglo, là. Tu comprends? Tout est réglo, tout est dans les règles. Il a son entreprise dans le domaine de la vente, il réussit. Tu sais, fait c'est un peu ça qu'on veut tout le monde de manière, on le dira jamais clairement, mais c'est ça qu'on veut parce qu'on le sait pertinemment que travailler pour un patron, on n'aura pas ça. On n'aura pas la vie qu'on veut, là. C'est sûr, parce que tu es limité. Tu sais déjà à la base qu'est-ce que tu gagnes. Exact. Donc, tu sais, si ce que tu gagnes ne va pas t'amener à l'objectif que tu veux, c'est sûr que... Qu'est-ce que tu gagnes? Oui, puis t'as pas d'espoir d'augmentation. Tu sais, moi, il y a des gens que je connais, pendant la pandémie, ils sont restés dans leur employeur, ils se sont battus aux côtés de leur patron en espérant d'avoir une gloire, en espérant d'avoir une promotion quand les choses vont se régler. Ils n'ont rien eu. Oui. Et tu vois, ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important de mieux se connaître parce que si tu n'as pas d'espoir d'avoir une augmentation dans cette job-là, mais que tu connais assez tes talents et les forces que tu as en toi, que tu serais capable de, par la suite, monétiser, ça pourrait être un deuxième chemin pour pouvoir t'amener vers cet objectif-là que tu as. Ouais, mais... Si tu as le temps. Si tu as le temps, mais je pense aussi que c'est toute une question de stabilité, zone de confort, responsabilité. Exactement. Parce que c'est pas vrai que je vais faire le move. Ça va être plus difficile pour moi de faire le move si j'ai 2-3 enfants, une maison, une hypothèque à payer. C'est clair. Que si j'ai 25 ans, 26 ans, j'ai pas de responsabilité, j'habite chez maman, papa. Effectivement. Fait que je pense que ce qui fait en sorte que les gens, ils vont rester dans quelque chose qui sont peut-être pas nécessairement à l'aise, c'est tout ça, là. La peur, le confort. De dire, OK, shit, là, moi, je veux pas mettre non plus ma famille dans une situation précaire. Effectivement. Tu comprends? Mes enfants ont une maison, j'ai une hypothèque à payer, j'ai ci, j'ai ça. Autant même du côté de la femme, parce que de plus en plus, il y a des mères monoparentales qui doivent gérer beaucoup de responsabilités. Donc, est-ce que tu vas leur dire du jour au lendemain, garde ma belle, si tu veux être mieux payée, pars à ton compte? OK. Non. J'ai quand même une hypothèque, j'ai 2 enfants, j'ai... Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens que à cause de ça, ils vont jamais réaliser leur projet puis leur rêve. Ouais, en fait, quand je disais ça plus dans l'optique de voir à qu'est-ce que tu pourrais rajouter. Comme exemple, si tu as si, mettons, il te faut une formation supplémentaire, mettons, un certificat. Oui. Exemple, il te faut un certificat universitaire. Même si tu ne le fais pas, ton certificat universitaire en 1 an, pendant combien de temps, combien de cours tu pourrais prendre pour être en mesure, à temps partiel, pour pouvoir... Si c'est possible, encore une fois, c'est sûr qu'avec les responsables, ça rajoute un poids. Un poids de plus. Mais mettons, ça pourrait être une option. Donc, c'est sûr que la flexibilité n'est pas donnée à tous, tout dépendamment de la situation, mais... Est-ce que tout est fermé complètement? Non plus. Peut-être pas. Non plus. Mais je pense que honnêtement, vraiment, les gens qui veulent changer la situation dans laquelle où ce qu'ils sont
t'as pas le choix de faire un sacrifice quelque part. C'est sûr. Qui que t'as des enfants, qui que la charge, t'as pas le choix. Oui, mais même lui, que tu dis qui est devenu millionnaire à 26 ans, Ouais. je suis sûr qu'il a fait tellement de sacrifices. Ah, Sûrement, ben oui. il n'est pas sorti avec des amis. Mais il expliquait, pas de club, pas de rien, voilà. là. C'était sa Exactement. business all-in. Il était prêt même à renier ses parents, là, pour réaliser son projet puis son vois? rêve, là. Tu vois? C'est quelque chose, là. Ouais. C'est quelque chose. Moi, j'en connais des gens qui m'ont dit, moi, j'ai pas de copine pendant les 6 prochaines années Oh, parce wow. que là, en ce moment, je veux garder mon argent le plus que possible parce que voici tel projet. Là, je suis comme, ah oui, t'es sûr? Pas de copine du tout. Il a dit, écoute, je sors pas. Ah, c'est Donc, c'est Surtout si c'est un homme, ça doit pas être facile. Ça doit pas être là. facile, Ah là mais là. tu sais, des fois, là, t'es nourri tellement... Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est tellement Exact. nourri de passion que pour y arriver, tu serais prêt à faire tout. N'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Ben écoute, Nelson, merci d'être venu dans mon podcast. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir. Si les gens veulent te rejoindre, veulent prendre de ta formation ou tout simplement s'abonner à toi, c'est où qu'on peut te rejoindre? On peut me rejoindre sur Facebook à Nelson Blanc, blanc comme la couleur. BLANC. Sinon, sur Instagram, mon Instagram, c'est Nelson Blanc Blog. OK, cool. Et sinon, par courriel, contact à commercialnelsonblanc.com. Je réponds à mes courriels régulièrement, donc n'hésitez pas à me contacter. Nice. Ouais. Puis là, pour toi, tes projets, là, si je te dirais pour les 5 prochaines années, ça ressemble à quoi? Et justement, acheter une maison. Ouais. Bien entendu. Oui. Mais sinon, au niveau professionnel, je m'enligne pour être à 100% à mon compte au niveau du coaching. Wow. Donc, éventuellement, bien établir, éventuellement former des gens. J'ai à cœur de aider les jeunes, surtout les jeunes hommes. J'ai énormément à cœur. J'aimerais éventuellement développer un mentorat ou quelque chose où ce que les jeunes garçons, surtout tout à l'heure, tu le disais, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Oui, absolument. Et les jeunes garçons sont de moins en moins encadrés. Oui. Et j'aimerais développer quelque chose où ce que les jeunes garçons pourraient avoir des mentors, des conseillers, du support, du monde à qui se référer quand il y a un problème ou que ça va pas bien, et pour justement les amener à ce plein potentiel qu'ils pourraient obtenir. Exact. Ouais. Wow. Puis est-ce que peut-être un jour, ça pourrait t'intéresser, carrément même peut-être faire des formations à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec? Tout à fait. Wow. Même depuis les derniers mois, je suis régulièrement sur des lives sur Instagram avec des personnes en Belgique, en France, en Afrique. Hey. Donc, oui, j'ai commencé à élargir mon réseau. Même au niveau de ma clientèle, j'ai de la clientèle en Europe en Europe surtout, et au Québec. Donc, je touche un peu à tout présentement. Non, mais c'est bien parce que ça te permet d'élargir là, ta business. Là. Tout à fait. C'est bien. Ben écoute, merci beaucoup, Nelson. Ça fait plaisir. Merci.